Bonjour, je suis Renée Ouimet, directrice du Mouvement Santé mentale Québec. Bienvenue à ce deuxième webinaire. Aujourd'hui, nous allons recevoir Monique Boniewski qui va nous parler de la santé mentale positive à travers les 7 astuces et Pierre Durand qui va poursuivre et qui va faire des liens entre les 7 astuces et la santé mentale au travail. Alors, bon webinaire. Je souhaite remercier notre collaborateur McGill Prisma et l'École d'éducation permanente. Prisma qui est un programme de l'École d'éducation permanente de McGill. Et puis, Prisma s'associe à la communauté pour offrir des formations multidisciplinaires aux adultes et la formation d'aujourd'hui fait partie de ce mandat de Prisma. Alors, aujourd'hui, les objectifs des webinaires, je vous en ai parlé lors du dernier webinaire, c'est de devenir des meilleurs relayeurs de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale. Lors du dernier webinaire, nous avons abordé le concept de santé mentale positive et l'influence des déterminants sociaux de la santé. Alors, vous allez voir aujourd'hui qu'on va aller un peu plus loin à travers la santé mentale positive pour voir comment ça s'intègre à travers les 7 astuces et puis à la fois dans le milieu du travail et dans notre vie personnelle de tous les jours. Alors, je souhaite remercier de tout cœur Marissa Gelfusa, coordonnatrice de cet événement, et toutes les autres personnes de McGill qui ont participé. Merci à nos 2 conférencières d'aujourd'hui, Monique Boniewski et Pierre Durand. Et n'hésitez pas à nous contacter à info-mouvement-smq.ca si vous avez des questions et à visiter notre site pour découvrir tous les outils être-bien-dans-sa-tête.ca. Bon webinaire! Bonjour, je suis Monique Boniewski. Je suis directrice à l'Association canadienne pour la santé mentale à la filiale de Québec. Je suis contente aujourd'hui d'avoir la chance de venir vous présenter la partie du webinaire sur les 7 astuces. Les 7 astuces, c'est des petits trucs qui, j'espère, pourront faire une grande différence dans votre vie. Merci. Les 7 astuces, ça a été le thème de la dernière campagne, la campagne 2016, qui était 7 astuces pour être bien dans sa tête. On a repris les 7 astuces pour la campagne 2017. Et ce qu'on souhaite, c'est de toujours garder ces 7 astuces-là pour vous parler de santé mentale, toujours dans un esprit de promotion, pour vous aider à trouver des trucs et des moyens pour être bien dans votre tête. Moi, j'ai un faible avec 7 astuces pour être bien dans sa tête parce que je trouve que ça exprime vraiment ce que c'est. C'est sûr que ça sert aussi à se recharger, mais c'est avant tout pour être bien avec soi-même. Donc, vous les voyez là, vous avez l'image de l'année passée, 2016, vous avez l'image de cette année, 2017. Maintenant, on peut les lire une après l'autre. On peut les lire une après l'autre, c'est-à-dire que vous avez agir, ressentir, s'accepter, se ressourcer, découvrir, choisir et créer des liens. Là, vous vous demandez, pourquoi cette astuce? La première réponse que je vais vous donner, c'est 7, c'est un beau chiffre. Fait que ça a été je dirais le début un peu de notre réflexion. On aurait pu vous donner 10 trucs comme on a déjà utilisé, on aurait pu vous donner 20 solutions, mais on a choisi de vous donner 7 astuces. Et puis, c'est sûr qu'on les a axées dans notre mission de promotion. On voulait que ce soit des éléments durables, comme on vous a dit précédemment. Et on les a situés sur l'axe positif de la santé mentale. La semaine passée, ceux qui ont vu le premier webinaire, vous avez vu qu'on comprend la santé mentale en 2 axes. Un axe positif qui va vers le bien-être mental ou la santé mentale positive et un axe horizontal sur lequel on parle des symptômes ou de la maladie mentale. Donc, c'est tirer des facteurs qui constituent le bien-être mental selon, je vous dirais, 2 ou 3 auteurs en particulier. Fait que je vous la montre, l'axe. Vous voyez, vous avez l'axe vertical qui part d'une santé mentale languissante où vraiment ça va pas très bien, une santé mentale modérée, jusqu'à une santé mentale florissante qui va, on pourrait dire une santé mentale, qu'on vise, hein, c'est comme un peu l'idéal.
Je lisais plus dernièrement, puis si vous lisez, par exemple, Seligman, qui, lui, travaille sur la psychologie positive, on va parler plus d'épanouissement que de santé mentale florissante. Sa traduction de well-being, ça va être épanouissement. Fait que ça veut dire que si vous lisez là-dessus, vous allez vous retrouver avec des termes comme florissant ou des termes comme épanouissant, mais c'est au même concept qu'on réfère. Les éléments risquent d'être différents. Nous, on va se servir des éléments du bien-être émotif et des éléments du bien-être psychologique, du bien-être social. Ce qui est important de savoir, c'est que peu importe la façon dont on travaille ça, peu importe l'auteur, quand on parle de ça, on parle vraiment du bien-être mental, puis on travaille vraiment sur l'axe du bien-être et de la santé. Ça veut dire que notre but, c'est pas d'amener les gens à avoir moins de symptômes nécessairement, mais c'est vraiment de les amener à avoir des meilleures conditions de vie, d'être mieux avec vous-même, avec les autres dans votre travail, un peu partout. Donc, on vous disait, il y a des éléments de bien-être émotif, qui est la dimension spécifique qui consiste en un bonheur déclaré, c'est bien dit, hein, ouvertement, une satisfaction de la vie et un équilibre des affects plaisants et déplaisants. Ça veut dire que vous êtes plus heureux que moins malheureux. Hein? Déplaisant et déplaisant. Le bonheur, c'est basé sur une réflexion spontanée. Puis en gros, c'est la satisfaction qu'on a par rapport à la vie. Puis moi, je lisais Seligman la semaine passée, puis il disait, ça, on pourrait regarder la chanson Don't Worry, Be Happy, puis ce serait vraiment un résumé des éléments du bien-être émotif. Et qui comparait ces différents éléments-là à différentes chansons. Puis alors que quand on parle des éléments de fonctionnement positif, on va parler de 6 facteurs qui se réfèrent au bien-être psychologique. Ceux qui l'ont vu, ça vient de Riff. Et 5 facteurs qui se réfèrent au bien-être au niveau social, qui est un monsieur qui s'appelle Case. Si vous travaillez sur la santé mentale positive, vous allez trouver cet auteur-là partout, 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 tapissé à peu près avec tout le monde. Il y a 6 facteurs de bien-être psychologique. Et on retrouve dans ces facteurs-là l'acceptation de soi, les rapports positifs avec les autres, l'autonomie, la maîtrise de l'environnement, le but ou le sens à la vie ou la croissance personnelle. Ce qui est intéressant de se rappeler, c'est que quand on parle de l'acceptation de soi, on parle d'une attitude positive envers soi-même. On parle de l'acceptation de nos multiples aspects. Puis, ça inclut des sentiments positifs au sujet de notre passé. Hein? Ce qu'on a accompli, où on est rendu. Quand on parle des rapports positifs avec les autres, on parle vraiment de la capacité de cultiver des relations chaleureuses, confiantes, intimes, d'avoir une préoccupation pour le bien-être des autres, des capacités d'empathie, de coopération. L'autonomie, ceux-là sont importants à spécifier parce que quand on parle d'autonomie ici, on parle d'une capacité de guider et d'évaluer son comportement en fonction de soi. On ne parle pas de la capacité de faire des choses par soi-même, on parle de notre petite boussole interne finalement. Alors que l'autre concept où être capable de faire des choses, c'est plus la maîtrise de l'environnement. Hein, c'est vraiment d'avoir l'impression qu'on est capable d'avoir un certain contrôle sur ce qui arrive. Hein, un contrôle intérieur, on s'entend qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Et puis dans les 2 cas, on sait qu'on ne maîtrise pas tout puis qu'on a toujours besoin des autres. Hein. On s'entend que pour la plupart des gens que le steak qu'ils ont dans leur assiette, c'est pas eux qui ont élevé le bœuf. Donc, on est toujours en lien avec quelqu'un d'autre avec nous. On parle aussi d'un but ou d'un sens à la vie. C'est assez simple à comprendre, mais on sait que les gens qui ont un but ou un sens voient leur passé comme ayant eu un sens, puis leur futur aussi. Et ça, c'est important. On parle de croissance personnelle. Et c'est le développement continu des talents, des opportunités dans le but de développer son potentiel. Fait que si vous regardez ça, vous allez dire toutes nos astuces vont dans cet esprit-là. Hein. Toutes nos astuces vont dans le but de se développer puis d'avoir un meilleur bien-être. On a des facteurs au bien-être de niveau social. Alors, on parle de l'intégration sociale, jusqu'à quel point on fait partie, on a l'impression de faire partie de notre société. Alors que la contribution, c'est jusqu'à quel point on a l'impression
de donner quelque chose à notre société, puis même, écoutez, pour certains, au monde entier. Fait que c'est vraiment cette impression-là que ce qu'on est a un impact autour de nous. La cohérence sociale, c'est une préoccupation, pour le monde, puis c'est l'impression que le monde a de l'allure. Tu sais, quand vous vous réveillez le matin, vous avez l'impression que le monde dans lequel vous vivez a du bon sens. Et ça, on l'a pas tout le temps, hein. Il arrive des moments où on a l'impression que le monde dans lequel on vit, c'est un peu sans dessus dessous. Puis des fois, ça vient de notre propre perception interne qui est sans dessus dessous, puis des fois, ça vient aussi de l'extérieur où c'est plus difficile. Mais on sait que quand on a l'impression que ça fonctionne, on se sent mieux, hein. Quand on a l'impression que c'est cohérent, on se sent mieux. L'acceptation sociale, mais c'est évidemment l'impression qu'on a de la façon qu'on est accepté par les autres. Puis ça veut dire on est capable de faire confiance aux autres, hein. On a tendance à leur faire confiance, puis on a tendance à croire que les autres sont capables de bonté. Là, il allait jusqu'à dire d'ingéniosité. La croissance sociale, ben, c'est l'impression qu'on a à l'intérieur que notre société est en évolution vers quelque chose de bien. Bon, là, je vois des grimaces autour de moi, là. Je ne sais pas s'il y en a dans les salles autour, mais écoutez, ces impressions-là, je trouve ça intéressant parce que si on était en discussion, on pourrait les critiquer, on pourrait dire oui, mais on les a pas tout le temps. Oui, je me souviens qu'on a eu des discussions quand on a choisi nos thèmes. Il y a des gens qui questionnaient le fait d'avoir un sens à la vie. Écoutez, on n'a pas tout ça tout le temps au même niveau, mais on sait que quand on a ces impressions-là, on se sent mieux. C'est surtout ça la différence qu'il faut faire. Puis les questions qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut les les activer, les opérationnaliser, les mettre dans notre vie de tous les jours. C'est pour ça qu'on a choisi ces 6 astuces-là. Tu vois, c'est fun de passer, tu sais, qu'on peut se gratter. Et on les a choisies aussi, en lien avec les déterminants de la santé. La semaine passée, les gens ont vu qu'il y avait les déterminants de la santé ont un impact, sur la santé mentale des gens, hein. La santé mentale de la collectivité, si on met tout le monde ensemble, mais la santé mentale personnelle. On sait que dans les milieux défavorisés, hein, défavorisés, on parle au niveau financier, entre autres, là, dans les quartiers, qu'on appelle plus difficiles, on a plus de problèmes de santé mentale, on a une espérance de vie qui est moins élevée, on a beaucoup de facteurs qui vont rendre ça plus difficile. Par contre, on sait aussi qu'une action, sociale, une action collective, puis une action personnelle, ça peut changer les choses. Fait que c'est pour ça qu'on vous dit, il y a des déterminants, il y en a à tous les niveaux, il y en a au niveau individuel, il y en a au niveau de la famille, il y en a dans la communauté, puis il y en a dans la société, qui vont faire qu'on a une différence dans notre bien-être mental, dans la façon dont on perçoit notre vie. Première astuce, agir, pour donner un sens à sa vie. J'ai gardé une petite phrase d'un groupe où j'ai participé, pas tellement longtemps, où on cite souvent: «La souffrance n'est pas uniquement définie par la douleur physique ni par la douleur mentale, mais par une diminution, voire une destruction de la capacité d'agir, du pouvoir-faire ressenti comme une atteinte à l'intégrité de soi». Les gens qui travaillent dans des milieux où il y a des personnes qui ont des problèmes de santé mentale importants le voient, cette impuissance-là, à quel point l'impuissance va avoir un impact négatif sur notre propre santé mentale. Donc, l'intérêt, c'est d'être capable d'agir pour donner un sens à sa vie. Et quand on parle d'agir ici, on parle d'agir dans une direction. C'est pour ça qu'on parle de donner un sens. Puis on va le mettre en opposition avec s'activer, hein, parce que tu peux t'activer dans le vide, puis tu peux être comme sur le bord d'une piscine, puis être un mauvais nageur, puis être juste à côté, hein, du bord de la piscine. Tu aurais juste à mettre la main sur le bord pour te sortir de l'eau, mais tu fais juste activer pour bouger, puis ça apporte rien. Fait que c'est un peu ça qu'on dit, la différence entre s'activer puis agir dans le sens, puis aller vers quelque chose. On disait comment on peut agir? Ben, on peut reconnaître les bonnes choses qui se produisent dans notre vie, puis à ce niveau-là, on sait qu'il y a plusieurs recherches qui ont été faites sur la gratitude, plusieurs expériences. Vous essayez 3 bonnes choses qui se sont passées dans la journée.
Puis vous refaites ça quelques fois dans la semaine. Ça a l'air que si vous le faites de façon aléatoire, c'est plus efficace que si vous le faites de façon stricte, parce que là, ça devient de la discipline, fait que c'est un peu à contre-courant. Ce qui est intéressant à ce niveau-là, on peut aussi essayer des lettres de gratitude. Vous avez quelqu'un qui vous a aidé, qui est encore dans votre environnement, que vous pouvez aller voir pour le remercier. Vous le prenez un rendez-vous, puis vous ne l'avertissez pas, vous le prenez par surprise. Il paraît que ça fonctionne et que ça a un impact sur les gens qui sont en dépression. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est des petites techniques, mais qui peuvent fonctionner. Là, je vais vous en passer des petites techniques. Ça se peut que vous disiez: «Moi, ça me convient pas, c'est pas mon genre, j'aime pas ça». C'est correct. Vous allez sûrement avoir quelque chose dans lequel dans les choses que je vais proposer, dans lesquelles vous allez pouvoir piger, puis en choisir une pour vous. Alors, on peut le faire en groupe aussi, hein. On peut s'impliquer dans des causes qui sont importantes, un comité environnemental, un comité d'école, notre famille aussi, hein, parce que, tu sais, on parle toujours des comités, puis des ci, puis des ça, mais des fois, c'est plus proche qu'on pense, la collectivité. Donc, qu'est-ce qui vous aide à relever des nouveaux défis dans votre environnement? Puis peut-être si vous avez le goût de participer à un grand projet. Mais tu sais, les grands projets, moi, je me dis, la réalité, des fois, c'est d'être là sur Facebook, c'est de suivre les gens, c'est de suivre ce qui se passe dans les grands projets. C'est pas toujours d'être la personne qui est dans la rue, qui mène une foule, là. Fait qu'on peut penser qu'on est partie prenante de quelque chose d'important, comme on parlait tantôt, avoir l'impression de participer à sa société sans nécessairement être le leader d'une grande cause. Et ça, je pense que c'est important de se souvenir de ça. Ressentir, bon, on le sait, hein? Pourquoi c'est important de ressentir? Parce que ça permet de s'accepter. Ça permet aussi de savoir ce qui est bon pour nous, puis ce qui est bon pour les autres. Larrivée disait, «Les émotions sont tout aussi importantes pour diriger notre vie psychique que les sensations au niveau physique», hein? Quand vous vous sentez mal dans un environnement, en général, ça parle de quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben là, c'est à vous de l'évaluer. Mais c'est intéressant d'écouter ces sensations-là, de pas juste, les ignorer ou les mettre dans un coin, mais les écouter, les voir passer pour savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de vous dire. Donc, qu'est-ce que je vous dis? Acceptez ces émotions-là, même s'ils sont dérangeantes, puis essayez de définir de quoi ils vous parlent. Souvent, quand on ressent de la colère, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a dépassé nos limites, hein? C'est un exemple comme ça en passant. Je sais que je suis responsable de mes émotions quand je suis en relation. Petite phrase comme ça à mettre, dans notre porte-monnaie. Tous ensemble, dans quel contexte l'expression de mes émotions a-t-elle contribué à changer une situation? On voit ça des fois en groupe, hein. On est dans une réunion, puis on ose affirmer que la réflexion, de la personne à côté de nous a fait de la peine, puis ça permet de faire avancer tout le groupe. C'est relativement intéressant. Moi, j'ai vu ça des fois dans ma vie. S'accepter, je vais vite, hein, parce qu'on a peu de temps, fait que là, je vous parle vite, mais moi, j'aime cette petite phrase-là. S'accepter, c'est avoir le courage d'être soi-même dans un monde qui dit d'être quelqu'un d'autre. Ça vous rappelle pas l'autonomie de tantôt, ça? Hein? D'être guidé par sa propre boussole intérieure et non par la boussole des autres. Évidemment, ça permet de s'estimer. Puis, de façon globale, ça permet d'exister, hein, quand on s'accepte. Parce que sinon, si on s'accepte pas, puis on essaie d'être quelqu'un d'autre, ben c'est quelqu'un d'autre qui existe. C'est pas nous-mêmes. Et quand on pense à ça, mais c'est dit vite, là, mais réfléchissez à ça 2 secondes. Quand c'est quelqu'un d'autre que vous présentez au lieu de vous-même parce que vous vous acceptez pas, c'est avec quelqu'un d'autre que les gens sont en lien, c'est pas avec vous-même. Je vous laisse, réfléchir là-dessus. Moi, je trouve que c'est vraiment important. Comment on s'accepte? En se rappelant notre histoire. Ma collègue, elle dit: «Moi, là», elle dit: «Des fois, je regarde mon corps», puis elle dit: «Il est moins beau qu'il était». Mais elle dit: «Je sais que c'est parce que j'ai eu 2 enfants». Puis ma collègue, elle écoute, là, fait que je suis sûre qu'elle sait que c'est d'elle que je parle. Hem, S'accepter, c'est aussi en étant capable de rester dans la situation présente. Quand je vous disais, en sachant qu'est-ce qu'on ressent, en s'évadant pas dans sa tête tout le temps, en essayant pas de changer ce qu'on est, puis de changer les situations. Ensemble,
Qu'est-ce qui m'aide à me sentir acceptée et à accepter les autres? Hein? Il y a des environnements où on se sent beaucoup plus accepté que d'autres, puis il y en a où c'est beaucoup plus difficile. Puis en général, on réagit à ça. On est moins acceptant dans les environnements où on se sent moins accepté. Fait que peut-être que moi, je reviens toujours un peu sur notre responsabilité personnelle d'accepter, les autres et nous-mêmes dans plusieurs situations. Se ressourcer, faire place à quelque chose qui nous fait du bien, hein? Je pense que ça permet aussi, de s'accepter, mais c'est la dimension spécifique qui consiste en un bonheur déclaré ouvertement, une satisfaction à la vie et des affects positifs. Vivre des émotions positives. On sait que quand on vit des émotions positives, on est plus créatif, on est plus collaborateur, on a plus de facilité à être en lien avec les autres. C'est intéressant se ressourcer et parfois pour vivre des émotions positives, on a besoin de se ressourcer. Parce qu'on est comme à bout. Bon, ils sont tous en lien, nos astuces, hein. Quand on n'accepte pas qu'on se sent fatigué, on ne va pas se ressourcer. Quand on n'accepte pas les situations, on n'est pas capable d'aller chercher cet élément-là. Et on est surpris parfois que se ressourcer. Écoutez, je vais vous donner un petit exemple, bien sûr. Moi, je fais des mots croisés maintenant le matin parce que ça me sent puis ça me ressource. Puis je remarque qu'à chaque fois que j'arrête de les faire pour aller faire autre chose, 2 minutes, je trouve 3 réponses de plus quand je reviens. Le fait d'être capable de lâcher prise, de se ressourcer, d'aller faire autre chose, ça aide énormément. Fait qu'on vous invite à vous ressourcer, mais dans des choses que vous aimez. Puis moi, je vous invite à trouver 5 choses que vous aimez à ce moment-ci, puis à les garder. Parce que quand ça va mal, on ne se souvient plus de ce qui va bien. Ça, puis vous m'entendrez, hein, parce que quand ça va mal, là, ce qui va bien, on s'en souvient plus. Là, j'ai un message qui me dit: «Parle encore plus vite». Non, ça, c'est pas ça qu'elle me dit. Mais mais je pense que c'est important. Pensez-y, pensez à 5 choses qui vous font du bien. Et puis, moi, ce qui me fait du oh, en solo, prenez un moment pour l'identifier, pratiquez des activités que vous aimez entre amis, hein, ça va avec créer des liens. Mais c'est aussi, qu'est-ce qui vous aide à vous ressourcer dans votre milieu? Hein, tantôt, je vous disais, c'est pas très compliqué des fois de lâcher prise sur quelque chose qu'on est en train de faire. On avait avant dans nos 10 trucs, prenez une pause de 5 minutes dans votre tête, hein. Laissez ce qui vous crée des soucis pendant 5 minutes. À l'inverse, des gens que je connais qui se retrouvent 5 minutes pendant la nuit à être en train de travailler parce qu'ils n'ont pas été capables de laisser aller auparavant. Là, je voulais faire un lien parce que je pensais qu'on était rendu plus loin. Moi, une chose qui m'aide à me ressourcer, c'est de découvrir puis d'apprendre. Pour moi, c'est une source de ressourcement incroyable. Fait que découvrir, dans mon cas, oui, ça m'amène à avoir des affects positifs, ça m'amène à être plus heureuse, et j'ai l'impression de me développer. Mais, c'est s'ouvrir, hein, c'est dire oui à la vie, mais découvrir, c'est aussi des fois, se laisser entrer transpercer par quelque chose qu'on appelle l'engagement ou le flow, hein. Quand on travaille puis qu'on est pris par quelque chose qu'on aime vraiment, on a cette impression-là. On disait dire oui, hein, apprendre à dire oui à ce qui arrive. Et puis comment? Ben, c'est, laisser entrer des nouvelles personnes dans votre vie. On va en reparler dans créer des liens, mais apprendre à découvrir autre chose. Puis l'exemple que je donne souvent, c'est quand je parle de découvrir, quand je me suis revenue puis que j'étais pris sur l'autoroute tantôt là, ben je vous avoue que j'ai pas découvert grand-chose. Parce que j'avais aucun temps pour regarder ce qu'il y avait autour de moi. Mais je sais par expérience, pour avoir vécu la situation l'année passée dans une autre conférence, qu'en sortant, je vais être capable de voir ce qu'il y a autour. Hein, c'est aussi un état d'esprit à être capable de découvrir. Puis cette capacité-là de dire oui, ça demande parfois de laisser ses soucis à côté. Donc, qu'est-ce qui m'aide à me découvrir dans mon milieu, puis à découvrir de nouvelles personnes ou de nouvelles cultures? Je disais, nous, où je travaille, dans notre arrondissement, on a beaucoup d'activités, pour les gens
qui viennent s'intégrer au Québec, des nouveaux immigrants, et les gens du milieu. Puis comme on est un arrondissement Québec qui n'était pas reconnu pour être un arrondissement avec beaucoup d'immigrants, ça ouvre les gens à plusieurs choses différentes. Choisir. Là, je vais vous dire, si je vous posais la question, si vous aviez à garder seulement 5 choses, qu'est-ce que vous garderiez? Choisir, des fois, c'est difficile, même juste dans notre tête. C'est intéressant parce qu'il y a des gens qui trouvent l'exercice difficile, puis ils n'ont rien à choisir en face d'eux, ils n'ont aucune décision à prendre. Mais le fait de le faire simplement dans sa tête, c'est exigeant pour plusieurs. Mais choisir, ça permet l'autonomie. Tantôt, quand je disais, ça permet de se fier à sa boussole intérieure, ça permet de l'utiliser, ça permet d'aller dans les directions qu'on veut. Ça nous permet aussi d'avoir cette impression-là de contrôler notre environnement. Hein, d'avoir une certaine maîtrise sur ce qui nous arrive. Ce qui est intéressant, c'est que dire oui à quelque chose, c'est souvent d'avoir à dire non à autre chose. Et c'est pour ça que l'exercice est difficile, de garder 5 choses seulement. Là-dessus, il y a toujours quelqu'un qui me demande, est-ce que ça peut être des personnes ou des animaux? Oui, vous pouvez garder des personnes ou des animaux, même des endroits. L'important, c'est d'être capable de faire le processus de dire, je suis capable de faire des choix. Choisir, c'est l'autonomie, comme je vous disais. Puis comment faire, c'est savoir quand offrir et recevoir de l'aide. Puis je dis dans mes conférences fréquemment que être autonome, c'est être capable de demander de l'aide par rapport à ce qu'on a besoin, par rapport à soi-même. C'est pas d'être capable de faire les choses, de tout faire soi-même. Tantôt, je faisais la blague, je disais, on n'a pas élevé le bœuf, on n'a pas été chercher le lait. Presque tout ce qu'on fait, on le fait en lien avec quelqu'un d'autre. Et on a une vision de l'autonomie, je crois, qui est très idéaliste, où on serait capable de vivre en ermite dans le bois. Mais écoutez, je pense que la plupart des chats sont capables de se réadapter à la vie sauvage. Puis c'est à peu près les seuls qui sont capables de faire ça. Les chiens ne peuvent pas, les êtres humains, c'est à peu près impossible. Fait que de là l'intérêt à savoir quand on doit demander de l'aide, puis à quel moment, puis à qui. Et je pense que quand on le fait, on est encore autonome. Tous ensemble, ben, qu'est-ce qui, dans mon environnement, m'aide à être autonome ou à développer mon autonomie? Puis on sait qu'il y a des environnements où on a beaucoup de services, où on a accès à beaucoup de choses, puis il y a des environnements où c'est beaucoup plus difficile. Des fois, on travaille dans des secteurs qui sont plus en région, puis on se rend compte que l'aide est là, mais les gens n'ont aucun moyen d'y accéder parce qu'ils n'ont même pas les ressources pour se déplacer. Puis un problème majeur pour les personnes dans ces régions-là, c'est vraiment d'être capable de se rendre là où l'aide est disponible. Fait qu'on voit à quel point il y a des endroits où c'est plus facile d'être autonome, puis il y a des endroits où c'est beaucoup plus difficile. Je fais des gros yeux pour pouvoir finir. Créer des liens, ben c'est savoir établir des relations bienveillantes. C'est avoir des rapports positifs avec les autres, puis c'est évidemment en lien avec toutes les caractéristiques au point de vue social dont je vous parlais tantôt. Mais ce qu'on sait, c'est qu'au niveau des déterminants de la santé, on sait que les relations, et ça revient partout, peu importe les auteurs que vous lisez, les relations, être en lien, c'est quelque chose de principal, c'est fondamental pour la santé mentale. Fait que donc, essayez de créer des liens si vous êtes capable. Prenez soin des liens que vous avez déjà. Et puis, on disait, entourez-vous de gens qui vous donnent soif de vivre. Hein. Il y a des personnes autour. Il y a des gens qu'on fréquente qui ont cette capacité-là de nous donner l'impression qu'on est bien, qu'on est à la bonne place, qu'on est au bon moment. Essayez de les cultiver, puis essayez peut-être d'être cette personne-là pour les autres. Entourez-vous de gens qui vous donnent soif de vivre. Comment créer des liens? Ben, soyez la personne que vous aimez côtoyer, je vous disais. Puis dans mon milieu, qu'est-ce qui m'aide à créer des liens? Je reviens un peu, hein, comme tantôt. Il y a des milieux où c'est plus facile, il y a des milieux où c'est plus difficile.
On se rend compte que parfois, les gens ont l'impression qu'il y a certains centres-villes où c'est plus difficile, mais souvent les gens au centre-ville ont des habitudes sociales de solitaire, puis ça fait qu'ils sont en lien, alors que dans certaines banlieues, c'est plus difficile parce que les gens ont des habitudes qui sont très différentes. Fait que c'est l'endroit qui va être idéal pour vous, vous avez à le trouver. Ce qu'on sait par contre, je vous disais, c'est que ces liens-là, c'est le tissu social qui vous empêche de tomber quand ça va pas bien. Je fais un clin d'œil à la fête des voisins du travail parce qu'on sait que c'est une façon merveilleuse de créer des liens. On sait qu'en milieu de travail, c'est un endroit où on peut créer des liens intéressants pour plusieurs. Je vous ai laissé avec des auteurs, hein? Au niveau plus de la psychologie positive qu'on parle, on a une dame qui s'appelle Sonia Lyubomirsky. Elle, je suis capable de la prononcer, c'est bon. Monsieur Diner aussi. André Christophe. Et là, il y a le défi. On va l'appeler par son prénom, Miaoui. Écoutez, ça, c'est l'auteur qui parle du flow. Et Martin Seligman, qu'on appelle vraiment le père de la psychologie positive des années 2000. On pourrait aller plus loin puis vous dire historiquement, il y a des liens, des racines qui vont plus loin que ça. Mais dans les années 2000, c'est vraiment Martin Seligman qui a redonné le vent à cette vision-là, puis à l'idée qu'on doit travailler le bien-être des gens. Hein. Le bien-être des gens quand on est intervenant et son propre bien-être comme personne, parce qu'on sait que maintenant que ça a plus d'influence, ce bien-être-là, parfois, que le fait de souffrir d'une maladie mentale. Les symptômes de maladie mentale, dans certains cas, vont avoir moins d'impact sur la qualité de vie des gens que leur bien-être, leur santé mentale positive. Alors, ben là, je sens des signes, fait que je vais vous dire merci, puis je vais vous passer à M. Durand. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom est Pierre Durand. Je suis professeur à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal et chercheur à l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, nous allons parler de problèmes de santé mentale associés au travail et nous allons examiner les différents facteurs qui peuvent les causer et aussi les différentes façons qui s'offrent à nous de les prévenir. Alors, aujourd'hui, on va parler donc de problèmes de santé mentale au travail et sans plus tarder, examinons en quoi consistait l'étude Salveo que nous avons réalisée au cours des dernières années dans 63 établissements de tailles différentes et œuvrant dans différents secteurs aussi d'activité et qui incluait 2162 travailleurs. Alors, cette étude comportait deux phases. Une première phase qui visait à analyser les facteurs de la vie professionnelle, de la vie personnelle, les caractéristiques individuelles et leur influence donc sur les symptômes de détresse psychologique, de dépression, d'épuisement professionnel et certaines manifestations physiologiques. La deuxième phase consistait ensuite à évaluer les pratiques de gestion qui ont la plus grande incidence, positive ou négative, sur la santé mentale des travailleurs. Alors, parlons d'abord des problèmes de santé mentale. Les trois types de problèmes de santé mentale, les trois problèmes différents, si vous voulez, que nous avons examinés sont dans un premier temps la détresse psychologique, qui est un syndrome, non pas une maladie comme telle, mais un syndrome de nature temporaire qui est caractérisé par des désordres psychiatriques mineurs, de l'anxiété, de l'irritabilité, certains problèmes cognitifs, et qui sont mesurés, qui est détecté ou mesuré à l'aide d'un questionnaire qui s'appelle le General Health Questionnaire. Le deuxième problème de santé mentale qui nous intéressait était celui de la dépression, qui est caractérisé par une humeur dépressive, une perte d'intérêt, de plaisir, des périodes de tristesse. Et il y a une définition pour la dépression dans le DSM-4, qui est le manuel des psychiatres, qui a une version plus récente, qui est le DSM-5, et avec 4 types de dépression: la manifestation cyclotimique, maniaque, majeure ou mineure, et c'est les majeures ou mineures qui nous intéressent ici davantage. C'est mesuré par un questionnaire qui s'appelle le Beck Depression Inventory,
que nous avons utilisés dans notre étude. Le dernier problème, c'est celui de l'épuisement professionnel qu'on appelle en anglais le burn-out, qui est caractérisé par une fatigue émotionnelle, une dépersonnalisation ou cynisme, une perte d'efficacité au travail. Ça apparaît de façon lente et insidieuse et on va mesurer ça à l'aide d'un questionnaire qui s'appelle le Maslach Burnout Inventory dans le cas de notre étude. Maintenant, il y a des différences majeures entre ces trois problèmes-là. La détresse psychologique, par exemple, va inclure les cas de dépression parce que c'est un phénomène qu'on va voir apparaître en général pratiquement tout le temps avant la dépression comme telle, qui est un diagnostic formel. Mais le contraire n'est pas vrai, donc. La dépression peut être observée aussi à la suite d'un épuisement professionnel. Mais l'inverse n'est pas vrai, l'épuisement professionnel n'est pas observé à la suite d'une dépression. Et la détresse psychologique peut être observée avant l'épuisement professionnel, sans présence nécessairement de dépression auparavant, évidemment. L'épuisement professionnel est observé en milieu de travail seulement. Alors, quelle est la proportion de la population canadienne qui va expérimenter à un moment donné ou l'autre, dans une année, par exemple, ces problèmes-là? Dans la population canadienne, en moyenne, au fil des ans, on observe une moyenne d'environ 20% de la population qui peut révéler des symptômes de détresse psychologique. Dans notre étude, on avait une proportion de 24%, ce qui est légèrement plus élevé que la population canadienne. Pour ce qui est de l'épuisement professionnel, c'est caractérisé par trois composantes: l'épuisement émotionnel, l'inefficacité professionnelle et, évidemment, le cynisme ou la dépersonnalisation. Et vous voyez sur l'acétate que vous avez les proportions qu'on a observées dans notre étude, 12%, 11% et 8% respectivement. Pour avoir de l'épuisement professionnel, il faut prendre en compte les trois composantes et un diagnostic, ou c'est-à-dire une détermination d'épuisement professionnel, c'est quelque chose qu'on va observer dans environ 4% de la population canadienne au travail. Pour ce qui est de la dépression, c'est une maladie avec un diagnostic formel et qu'on peut observer dans une année chez à peu près 6% de la population canadienne. Maintenant, l'épuisement professionnel n'est pas un diagnostic en soi qui est inscrit dans le DSM-5 et donc, à défaut d'être un diagnostic formel, habituellement, les médecins vont utiliser le terme trouble d'adaptation, ce qui peut permettre aux travailleurs, aux employés d'être indemnisés, d'être couverts par leur assurance santé complémentaire parce que le trouble d'adaptation est un diagnostic formel, ce qui n'est pas le cas de l'épuisement professionnel. Alors, si on continue, vous avez devant vous un tableau qui indique certains résultats. Alors, plutôt que de vous présenter des coefficients qui proviennent d'une analyse statistique de régression multiple à multiples niveaux et qui tient compte d'une multitude de facteurs, nous avons choisi de vous exprimer de façon, on pense, plus claire, les résultats de cette étude-là. Pour ce qui est des facteurs individuels qu'on a examinés, à titre d'exemple, pour commencer, le fait d'être une femme plutôt qu'un homme vous place à risque, de là le code de couleur rouge. Alors, quand la couleur est rouge, ceci signifie que le facteur en question favorise l'apparition du problème de santé, que ce soit la détresse, la dépression ou bien l'épuisement professionnel. Quand le carré est de couleur verte, ce facteur-là favorise plutôt la prévention de la maladie, empêche, si vous voulez, aide à empêcher l'apparition de la maladie ou du symptôme. Alors, le fait d'être une femme, et c'est reconnu dans l'ensemble des sociétés industrielles occidentales,
le fait d'être une femme vous prédispose davantage par rapport à un homme à souffrir de détresse psychologique, de dépression ou d'épuisement professionnel. Dans le cas de la dépression, c'est une maladie qui est 50% plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Les raisons exactes, si vous voulez, bien objectives, ne sont pas encore tout à fait déterminées. Pour l'épuisement professionnel, il y a un léger excès de la représentation des femmes par rapport aux hommes, mais c'est loin d'être aussi clair que pour la dépression. On parle là d'un excès qui est de peut-être seulement 5 %. Pour ce qui est de l'âge, bien, vous voyez que ce que ça veut dire ici, comme il y a 2 carrés verts, bien, la dépression et l'épuisement professionnel, ceci a tendance à être moins fréquent en avançant en âge. Les groupes d'âge de 44 à 64 ans expérimentent moins de dépression et d'épuisement professionnel que les groupes de 25 à 44 ans, par exemple. Alors, les gens qui ont des problèmes de santé chronique, d'abus de consommation d'alcool, les fumeurs, sont plus à risque de développer ces problèmes de santé mentale. Par contre, les personnes qui pratiquent régulièrement des activités physiques de loisirs, qui ont une bonne estime de soi, puis un centre interne de contrôle qui est localisé à l'interne, hein, et non pas à l'externe, ce qui veut dire qu'elles considèrent qu'elles sont en contrôle de leur vie plutôt que d'avoir une vie qui est contrôlée ou sur laquelle elles n'ont pas de contrôle. Alors, quand vous avez un contrôle interne qui est assez fort, bien, vous êtes protégé d'une certaine façon contre les problèmes de santé mentale qui nous intéressent. Et dernièrement, si vous avez eu des événements stressants dans l'enfance, ces événements-là, que ce soit des divorces très difficiles de vos parents, de l'abus sexuel ou autre en enfance, ben, c'est quelque chose qui n'est pas très fréquent, mais qui est un facteur très important et qui vous place à risque de développer une dépression, par exemple, à l'âge adulte. Maintenant, le fait de vivre en couple, en moyenne, généralement, ceci va vous protéger, va vous aider à prévenir la détresse psychologique et la dépression. Comme vous pouvez voir, pour l'épuisement professionnel, ce facteur-là n'a pas de rôle à jouer comme tel. Par ailleurs, les tensions maritales dans une union ou des tensions parentales spécifiquement chez les enfants adolescents avec leurs parents, bien, ce sont des facteurs qui vont favoriser l'apparition de détresse et de dépression. Maintenant, ce qu'on appelle le conflit travail-famille, alors vous voyez 3 carreaux rouges, le conflit travail-famille, c'est-à-dire une influence du travail sur la vie de famille, ça, c'est un facteur qui est important dans l'apparition de la détresse, la dépression ou l'épuisement professionnel. L'inverse, une influence de la famille sur la qualité du travail, mais n'a pas d'effet, si vous voulez, important sur ces problèmes de santé-là. Et finalement, le fait de bénéficier d'un soutien social hors de votre travail, de la part de votre famille, vos amis, les activités que vous réalisez pour vos loisirs, etc., bien, c'est un facteur, un bon soutien à l'extérieur de votre travail, c'est un facteur important pour prévenir la dépression. Alors, si on regarde maintenant au niveau du travail, bien, on va constater que lorsque vous pouvez utiliser vos compétences selon le niveau que vous avez acquis au cours de votre carrière, bien, de pouvoir utiliser ces compétences librement, sans interférence, bien, c'est un facteur qui va vous protéger, aider à prévenir l'apparition de ces problèmes-là. Le fait de travailler physiquement aussi, c'est quelque chose qui peut vous protéger. Par ailleurs,
des demandes psychologiques élevées en milieu de travail, d'un milieu où il y a des tensions psychologiques, des conflits entre les employés, entre les supérieurs et les employés, etc., ben, c'est un contexte qui favorise l'apparition de détresse, d'épuisement professionnel. Et finalement, la supervision abusive en milieu de travail, des comportements agressifs en milieu de travail, ce sont des facteurs qui vont favoriser l'apparition de la maladie. Et dernier facteur important du travail, le sentiment d'insécurité d'emploi. Même quand vous avez un emploi permanent, par exemple, au sein de la fonction publique, mais le sentiment qu'on pourrait vous déplacer à l'encontre de vos désirs, etc. Alors, tout ceci entre en fonction pour favoriser l'apparition de détresse ou d'épuisement professionnel. Maintenant, passons à la deuxième phase de notre étude, qui est celle d'évaluer les pratiques de gestion qui ont la plus grande incidence sur la santé mentale des travailleurs. Dans cette phase-là, nous avons évalué 63 pratiques liées au stress, à la santé et au mieux-être en milieu de travail. Alors, 3 grands niveaux de pratiques de gestion. Les pratiques de gestion de niveau macro sont des pratiques qui sont axées sur des stratégies de communication développées afin d'informer les travailleurs sur la prévention du stress, les problèmes de santé et ainsi que sur les canaux de diffusion qu'on va utiliser. Alors, distribuer des dépliants, faire passer des messages sur des écrans de télévision, ça fait partie des pratiques macro. Les pratiques méso, elles s'intéressent davantage aux différents groupes de travail à l'intérieur du milieu de travail et portent sur les conditions stressantes dans l'organisation qui peuvent être associées à la conception des tâches à exécuter, les demandes psychologiques, les relations sociales, les gratifications, c'est-à-dire le mode d'évaluation de la performance, du rendement des employés. Et finalement, les pratiques micro sont des pratiques qui sont centrées uniquement sur les besoins individuels. Alors, ces pratiques de gestion il y a des pratiques de gestion qui sont associées, on a examiné 63 pratiques de gestion, qui sont associées à des taux plus faibles de réclamation pour des problèmes de santé mentale au fil des ans. Alors, quelles sont ces pratiques? Bien, ce qu'on a observé d'abord, c'est que les pratiques de niveau macro, comme des pratiques de communication, de mesure de contrôle des risques, de distribution de dépliants, etc., alors les pratiques générales qui s'adressent à tout le monde ne sont pas très efficaces. Par ailleurs, des pratiques de type méso, par exemple, celle qui a le plus d'effet, qui s'adresse à la conception des tâches, c'est-à-dire à la révision des tâches, des conditions de travail, des postes de travail, des exigences des postes de travail, des outils qui sont utilisés lors de l'exécution d'un travail, et ainsi de suite. Bien, ces caractéristiques-là qui définissent une tâche, bien, font que les gens qui peuvent, les employés qui peuvent, si vous voulez, contribuer, puis émettre leur opinion dans la conception des tâches qu'ils vont devoir exécuter, bien, ces employés-là sont presque 7 fois moins à risque de développer des problèmes de santé mentale. Alors, des demandes psychologiques plus faibles, par exemple, bien, chez les travailleurs, révèlent que ces travailleurs-là ont 1,8 fois moins de risque de réclamer pour des problèmes de santé mentale. Un système juste et approprié, précis, de reconnaissance de la contribution des employés, bien là aussi, c'est quelque chose qui est très efficace pour prévenir les problèmes de santé. Parmi les pratiques micro, on reconnaît par exemple l'accès à des activités physiques qui sont fournies par l'employeur, des activités physiques de loisirs,
et aussi des pratiques de gestion associées à l'équilibre travail-famille, telles que de fournir des horaires de travail flexibles aux employés, une certaine autonomie dans la détermination des horaires de travail, la possibilité de modifier ces horaires de travail, l'adaptation des conditions de travail aux besoins de la famille lorsqu'on a des enfants qui sont malades, par exemple, et toutes ces pratiques qui facilitent l'équilibre travail-famille, vous voyez que ça réduit d'à peu près 3 fois le risque de développer des problèmes de santé mentale. Les pratiques comme telles en général de nutrition santé générale ou gestion du stress, par exemple, sont très peu efficaces à moyen ou à long terme et n'ont qu'un effet qui est passager pour l'ensemble des travailleurs. Par ailleurs, lorsqu'on regarde, on tient compte du style de gestion, de la gestion générale des entreprises, on peut reconnaître qu'il y a 3 grands groupes, si vous voulez, de pratiques de gestion générale des entreprises. On a divisé nos 63 établissements de cette façon-là. Un premier groupe où on voit un style de gestion qui est caractéristique d'un laisser-faire, où on va gérer au jour le jour, à l'heure, selon les besoins qui se présentent de façon réactive, sans véritablement de planification comme telle. Et ce style de gestion nous indique que les différentes pratiques de gestion propres à la santé et au bien-être en milieu de travail pour prévenir les problèmes de santé mentale sont peu efficaces. Alors, quand vous avez, par contre, un style de gestion où là, il y a une intégration partielle de la santé et du bien-être dans les pratiques générales de gestion, mais là, vous voyez que des facteurs méso, comme les demandes psychologiques, une réduction des demandes psychologiques, de bonnes relations sociales, un bon système de gratification, des pratiques d'équilibre travail-famille deviennent efficaces pour réduire les problèmes de santé mentale en milieu de travail. Et dernièrement, si vous avez un style de gestion qui est intégré généralement, où les programmes de santé bien-être sont très bien intégrés avec la gestion générale de votre entreprise, mais là, ce qu'on observe, c'est une efficacité qui est beaucoup plus élevée des différentes pratiques de gestion orientées vers la prévention en santé mentale au travail. Et là, on voit apparaître l'effet de l'activité physique à ce moment-là, de programmes de nutrition, d'équilibre travail-famille, conception des tâches, etc. Maintenant, passons aux 7 astuces du Mouvement Santé mentale Québec. Alors, je me suis permis de faire un exercice d'intégration des 7 astuces avec certaines pratiques de gestion qui pourraient correspondre aux 7 astuces proposées par Santé mentale Québec. Alors, si on parle de l'astuce agir, cohérence dans les demandes, si on revoit les demandes physiques et psychologiques à chacun des postes de travail, on peut mieux ajuster le niveau de ces demandes physiques et psychologiques au poste de travail. Si on examine les tâches types d'une journée de travail pour chacun des postes de travail de façon régulière, par exemple 1 ou 2 fois par année, si on conçoit et on écrit de nouvelles descriptions de tâches qui sont plus actuelles, mises à jour par rapport aux besoins du moment, on va correspondre, si vous voulez, à l'astuce agir, puis à améliorer la cohérence dans les demandes et exigences à nos employés. Et la mise à jour des descriptions de tâches nous permet d'élaguer les descriptions de tâches, d'éliminer des tâches qui sont devenues inutiles au fil des ans et de les remplacer avec l'espace qu'on a créé
par de nouvelles tâches et donc d'avoir des tâches qui sont plus appropriées, mieux ajustées aux nécessités actuelles d'un poste de travail. Alors, découvrir, c'est aussi faire des essais avant d'imposer de nouvelles tâches à des employés pour mesurer les exigences physiques et mentales et le temps requis pour exécuter ces tâches-là. Ça va éviter d'avoir des erreurs qui peuvent causer un surmenage chez les employés. S'accepter aussi, c'est reconnaître les compétences et accorder l'autonomie à nos employés. Alors, promouvoir dans la mesure du possible, une façon de le faire, c'est de promouvoir dans la mesure du possible les horaires flexibles, permettre le travail à distance, par exemple, aux employés, ce qui permet de reconnaître l'autonomie des employés et leurs compétences de façon, évidemment, individuelle. Et se ressourcer, mettre en place un programme de bien-être en milieu de travail, donner accès à des ressources pour pratiquer des activités physiques de loisirs, avoir accès à des conseils en nutrition, ce sont des exemples d'activités qu'on peut avoir pour rencontrer ces astuces-là. Finalement, pour choisir, communiquer clairement, alors c'est important qu'un établissement de travail détermine les activités qui permettent d'éviter les problèmes de santé mentale et identifier, par exemple, un champion ou une championne ou des championnes qui vont véhiculer ce message-là clairement aux employés afin d'influencer les choix des individus dans la vie de tous les jours. Ressentir, être à l'écoute des besoins familiaux, on parle ici de conciliation, de différentes activités de conciliation travail-famille. Alors, les activités physiques et la conciliation travail-vie personnelle sont importantes pour prévenir les problèmes de santé mentale, réduire les coûts. Alors, se mettre au diapason des besoins des employés, de façon à avoir un meilleur ajustement entre les obligations familiales et l'emploi, c'est quelque chose qui permet de prévenir les problèmes et l'absentéisme de longue durée qui est associé aux problèmes de santé mentale en entreprise. Et finalement aussi avoir un système juste de gratification à l'égard des employés. Et finalement, créer des liens, promouvoir l'organisation d'activités sociales pour permettre aux employés de se connaître, assigner des mentors à des employés qui ont des difficultés ou qui sont surchargés pendant une certaine période de temps, ça peut éviter de voir des situations dégénérer. Et l'organisation d'activités sociales est importante aujourd'hui parce que plusieurs employés vivent seuls, ont peu de soutien social à l'extérieur de leur entreprise et donc ça permet de connaître la situation des employés et de leur venir en aide lorsque c'est nécessaire. Alors, en bref, on a des pratiques qui peuvent s'exercer sur la conception des tâches, les demandes, les gratifications, la promotion de l'activité physique. Et donc, il est intéressant d'investir dans ce domaine. En conclusion finale, plusieurs types de problèmes de santé mentale peuvent être observés en milieu de travail, pas seulement un. Il est important de faire un diagnostic collectif avant d'intervenir, de savoir si on a affaire à un excès de cas de dépression ou d'épuisement professionnel. Est-ce que les interventions sont appropriées et bien ciblées pour les problèmes diagnostiqués? C'est une question qu'on doit se poser. On doit avoir des interventions adaptées aux besoins des travailleurs dans leur milieu de travail et se dire une chose, les problèmes de santé mentale ne sont pas chroniques en général. Il faut éviter de penser qu'une personne qui fait une dépression ou un épuisement professionnel va devoir vivre avec ce problème-là jusqu'à la fin de sa carrière. On a de nombreux cas où on voit des gens revenir à la santé et ne plus expérimenter ce type de problème. Alors, je vous remercie et vous pouvez nous contacter à l'équipe de recherche sur le travail et la santé mentale et au site qui apparaît sur la dernière acétate www.uqtr.ca.
www.ertsmumontréal.ca. Merci beaucoup.